Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est la cinquième et la dernière émission avec Lamine Foura et son voyage aux États-Unis dans le cadre des programmes CVI. Cette fois, ça va être une conclusion où on va essayer de tirer un peu les leçons de ce voyage pour le Québec par rapport à notre propre réalité aussi, ici au Québec. Puisque au Québec aussi et au Canada, il y a des programmes, une volonté de mettre en place des programmes. On a un centre de prévention de la radicalisation dans la ville de Montréal. Il y a un programme, un plan d'action gouvernemental 2015-2018 qui a été déposé par le gouvernement Couillard. Donc, à partir de ton voyage, Lamine, quelles sont les leçons, quelles sont les idées qui pourraient être transposées sur le contexte québécois? Qu'est-ce que tout ça dit pour le Québec? Ouais. Bon, première chose, que la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que c'est important de comprendre que quand on est dans le trouble ou qu'on est dans le flou, on s'inquiète, est-ce qu'on est les seuls à être dans le flou? Je pense qu'on n'est pas le seul. C'est que la question de contrer la radicalisation, c'est un nouveau phénomène, surtout relié à Daesh, des jeunes occidentaux qui décident de partir, de quitter leur pays pour aller au Moyen-Orient, en Syrie essentiellement, en Irak, pour rejoindre donc ces groupes. Il faut dire que c'est un problème que tout le monde fait face de la même façon. Il y a une inquiétude, il y a une incompréhension. Donc aux États-Unis aussi, on sent qu'on est dans le flou. Exactement. Et là, on parle d'un pays quand même qui travaille sur des questions de terrorisme depuis des années, qui a développé une expertise, qui a quand même je dirais... un long historique exactement. Avec la question du terrorisme. Et des problèmes aussi avec plusieurs pays, donc il est habitué à cette violence qui peut venir d'extérieur, mais aussi, il est habitué aussi à une certaine, je dirais, des idéologies extrémistes internes. Donc, eux aussi, ils se posent des questions, ils se recherchent, ils disent qu'il n'y a pas de solution magique, il y a du travail à faire, il faut à chaque fois se reposer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, je dirais, dans le sens où je me dis, OK, au Québec, on est dans la même situation. Deuxième chose que je retiens, c'est que les résistances au sein des communautés musulmanes qu'on peut remarquer ici, qui ne s'expriment pas d'une façon très claire, mais qu'on peut remarquer, les gens du terrain peuvent le remarquer, par rapport à tous les programmes de contrer la radicalisation, il faut le mentionner que les gens qui ont cette résistance, souvent, ce n'est pas des gens qui sont pour la violence, mais c'est des gens qui ont des inquiétudes, des fois légitimes, par rapport à la question de leur liberté religieuse, qui peut être affectée par des programmes. Les mêmes réticences, on peut les retrouver aussi aux États-Unis. Donc, ce n'est pas une problématique qui est spécifique au Québec. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Moi, je pense que l'initiative initiale du Premier ministre du Québec, M. Couillard, était intéressante. Moi, je la considérais au départ intéressante dans le sens où il ne voulait pas que la population panique, il voulait essayer de réfléchir et de mettre en place un plan d'action. Je pense que le plan d'action jusqu'à présent, je suis très critique par rapport à ce qui a été fait. Je suis en train de cibler, par exemple, un collège, je trouve ça irresponsable. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans ce collège. Et, là, on parle du cas du collège de exactement. Je trouve qu'on aurait pu développer des stratégies beaucoup plus globales. Et s'il y a des problèmes de sécurité réels sur un endroit, il faut intervenir. Mais si on parle d'un phénomène où... en tout cas, pour moi, un collège, ce n'est pas un cobaye de recherche pour envoyer des chercheurs essayer de trouver, comprendre des choses et sortir un rapport. Ça, c'est un travail qui doit se faire, à mon avis, beaucoup plus au niveau... un niveau de confidentialité de façon à ne pas affecter l'image des jeunes qui sortent de ce collège. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me pose des questions des jeunes qui vont sortir du collège X dans leur CV. Est-ce qu'ils vont être recrutés ou non? C'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a une crainte de stigmatisation. Exactement. Donc, il y a plein, et même la démarche est un peu floue, on ne comprend pas très bien, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, à mon avis, concrètes. À titre d'exemple, ce que j'ai vu aux États-Unis sur la question d'informer les parents. C'est des choses très simples. Peut-être, Lamine, une question très importante. Ouais. Quand on a commencé nos émissions, on avait souligné qu'il y a comme un déséquilibre entre la couverture médiatique de ces phénomènes de la radicalisation et la réalité de la radicalisation. Et on disait que le gouvernement américain, au moins, essayait de ne pas se laisser influencer par la couverture médiatique et de baser ses politiques sur du concret. Est-ce que pour toi, ici au Québec, quand on parle que ce soit au niveau du gouvernement Couillard, donc du plan d'action gouvernemental ou du centre de prévention,
Est-ce que, par rapport à cette problématique des médias, est-ce qu'on peut dire que finalement les politiques, les décideurs politiques au Québec sont un peu à la remorque de la couverture médiatique? Ok. Là, il faut faire attention. Il faut comparer comparable. On parle d'un pays où les fusillades est une pratique, pour ne pas dire quotidienne, on va dire hebdomadaire. Il y a beaucoup de fusillades aux États-Unis. Le nombre de morts donc, on parle d'une société où quand même la violence est présente. Comparé à une société québécoise très pacifique, le port d'armes est presque inexistant. Je dirais au Québec, il y a toujours le débat sur le registre et tout ça. Donc on parle d'une culture très pacifique. Je dirais que la violence et le nombre de jeunes qui a tenté de partir ou qui est parti dans les années, donc en 2015. Avant de l'expliquer ou de l'ajuster, est-ce qu'on constate je pense que c'est normal qu'il y a, oui, moi je pense qu'il y a un déséquilibre parce que, comme je dis, on peut pas, c'est incomparable. Quand les deux événements sont arrivés, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa, en automne 2014, c'était la panique générale parce qu'on n'était pas habitué. 2 mois après, donc au mois de janvier, on a commencé à apprendre qu'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui voulaient partir. Et même si leur nombre, il y a eu beaucoup de débats, est-ce qu'il y a 100, est-ce qu'il y a 40, est-ce qu'il y a 50, parce que personne n'a donné un chiffre exact. Le centre dit 20, 30... Je parle de ceux qui sont partis ou ceux qui ont tenté. Même les chiffres, si tu calcules le nombre au niveau des journaux qui sont sortis mois de janvier, après au mois d'avril, après au mois de mars, avril, mois de juin, tu fais des calculs. Mais on peut parler moins de 100, mais en tout cas, le nombre par rapport à la population comparé aux États-Unis aussi, on parle de 100 personnes sur les 300 millions américains. Il y a quand même un déséquilibre de chiffres qui fait que l'inquiétude au Québec, la panique a été plus grande qu'aux États-Unis. Parce qu'au début, c'est 2 attentats, après un phénomène juste après. Donc on a vécu quand même pendant 8 mois sous une panique collective assez forte parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Il y avait des gens qui parlaient de théorie de complot et d'autres qui parlaient non, il y a un problème réel. Donc il y a quand même une... Et je pense que le gouvernement est tombé aussi dans cette panique. Et sa réaction initiale de calmer le jeu, de dire OK, on a un problème, on va essayer de le régler sans stigmatiser personne, je pense qu'elle était la bonne. La question c'est que est-ce qu'on a travaillé réellement sur des choses concrètes qui tranquillisent l'inquiétude légitime de la population pour sa sécurité, mais aussi qui adressent aussi l'inquiétude de la communauté musulmane, puisqu'on parle d'elle, de ne pas se sentir stigmatisé? Moi, je ne pense pas qu'on est parti jusqu'au bout. Je n'ai pas de solution magique. Je n'ai pas de quelque chose de concret. Mais par contre, je donne un exemple. Ce que j'ai vu aux États-Unis qui sont des programmes très simples. Qu'on invite des parents, qu'on donne ça, qu'on monte des présentations à ces professionnels dans lesquelles on décrit réellement les méthodes de recrutement, par exemple, et qu'on distribue ça à tout organisme, qui soit musulman ou non, toute la société. Voici un paquet, c'est des slides, c'est un PowerPoint de 20 slides. Organisez des rencontres, l'État vous donne ça, elle montre quelque chose de très professionnel. C'est ce genre d'initiative où on voit que la communauté, le peuple, pas la communauté musulmane, quand je parle de communauté, c'est la collectivité en général, prend en charge le problème pour faire, je dirais, une sensibilisation à ce phénomène-là. Je pense que l'État aurait pu vulgariser le phénomène avec des faits pour atténuer aussi l'effet médiatique qui, des fois, est un effet exagéré ou non exagéré. Mais en tout cas, je trouve qu'on a manqué, surtout dans une société comme la société québécoise qui est très, je dirais, qui est très collective. Hein. On se dit qu'on n'est pas très collectif, mais on est quand même très collectif. Je pense que s'il y a une sensibilisation pour que en tant que nation, on va se dire, OK, on a un problème, on va le régler, et c'est tout le monde qui va dans le même bateau pour le régler. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives, je ne vois pas. On est devenu un centre de recherche. Il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de ça. J'ai beaucoup de respect, mais c'est un peu exagéré. C'est devenu comme un laboratoire de recherche où des gens veulent tout simplement chercher pour chercher. Mais là, OK, le peuple, il faut qu'il soit dedans dans cette affaire. On n'est pas des cobayes là. Il faut que cette problème... Mais revenons au-delà de son ampleur, au-delà, s'il y a 100, s'il y a 2, pour moi, chaque Québécois qui va quitter, il faut qu'on soit comme collectivité sensibilisé pour qu'on travaille pour limiter les dégâts. C'est très bien. J'ai une question, on va y répondre après la pause, mais la question va un peu toujours dans le même sens. Donc, on va prendre une petite pause et on revient à notre discussion après cette pause. Merci beaucoup.
on revient avec la discussion sur les programmes de contre-radicalisation. Et j'avais une question, Lamine, par rapport à une autre caractéristique que tu avais fait sortir par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et on voudrait savoir un peu qu'est-ce qui se passe ici au Québec. C'est le lien à la religion. Donc, tu disais qu'aux États-Unis, on était un peu sensible sur ce point-là. On voulait dissocier la problématique de la radicalisation menant à la violence de la question religieuse. Or, ici au Québec, c'est pas tout à fait clair. Il y a certaines personnes, bien sûr, que dans le discours médiatique, on va dire que l'idée, ce n'est pas de stigmatiser la religion musulmane, mais tout de même, au sein des communautés musulmanes, plusieurs voix disent que concrètement, ce qu'on voit, c'est un lien très fort qui est fait entre la question de la radicalisation et la religion musulmane. Sur ce sujet, je pense qu'on est aussi trop sévère avec le Québec. C'est-à-dire que il y a une étude qui est sortie dernièrement, il n'y a pas longtemps, qui démontre clairement qu'en termes de discrimination, par exemple, ou même la question du rejet de la religion, le Québec, c'est un peu comme partout au Canada. Il faut revenir aussi au même contexte. C'est qu'on parle d'une société qui a fait sa révolution tranquille, qui a fait une révolution qui n'a rien à voir avec la révolution française, qui était beaucoup plus radicale, mais qui a fait une révolution de sécularisation. Donc il y a une sensibilité sur la question religieuse au Québec, et il ne faut pas oublier qu'on était dans un contexte de débat. 2007, l'accommodement raisonnable, il y avait la charte en 2013-2014, et cet événement arrive. Donc le lien, il s'est fait. Oui, il s'est fait. Contrairement oui, mais pas parce qu'on ne parle pas. C'est pas parce qu'on est plus raciste au Québec qu'on n'est plus. Parce qu'il y a un contexte de débat politique, de débat de société qui s'est établi au Québec depuis 2007, qui trouve sa légitimité parce qu'il faut le régler. Il y a un peu d'abus, il y a un peu d'excès, on exagère, peut-être oui. On amplifie des problèmes, mais les problèmes, il y en a, mais on les amplifie. Mais c'est un débat de société qui a été établi, et ça arrive que cette problématique de violence, qui est reliée, que l'on veuille ou non, sur la base de la politique internationale, à des groupes dits, entre autres, État islamique qui est Daesh. Donc, on a un contexte qui a fait que oui, les deux sujets sont... Il y a un lien. Il y a un lien réel, mais par contre, des fois, ce lien, il est exploité pour des raisons idéologiques, pour argumenter... Non, mais si on parle des politiques gouvernementales... Oui, mais les politiques gouvernementales, je pense que... Est-ce que tu juges que le plan de Couillard distingue assez ces deux problématiques ou non? Je pense qu'il y a une distinction, mais elle n'est pas, à mon avis, elle n'est pas bien structurée. C'est-à-dire que, autant, je vous donne un exemple, hein, qu'un Premier ministre, par exemple, en plein crise comme ça, ou une ministre qui dit que l'intégrisme, c'est une affaire personnelle, chez une population qui est en panique parce qu'il y a eu des attentats, je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est irresponsable même. Parce que pourquoi? Parce que autant que tu peux, dans un cadre de recherche où on a la précision qu'il faut, dans un cadre académique, oui, on comprend très bien la nuance entre les deux choses, mais dans un cadre social, politique, les gens n'ont pas le temps, c'est des gens qui travaillent tous les jours, ils n'ont pas le temps d'aller distinguer cette nuance qui peut exister comme elle peut ne pas exister, parce qu'on peut se retrouver en face d'un intégriste qui va passer à l'acte de violence motivé par son intégrisme, comme on peut trouver des orthodoxes, des fondamentalistes qui peuvent avoir des pratiques religieuses très rigoureuses, mais qui sont très pacifiques. On le connaît, on le sait, et c'est une réalité qui existe un peu partout. Très bien. Donc, le problème, il est là, c'est que de part et d'autre, il y a une exagération. Le lien structurel que certains veulent clairement créer entre le fondamentalisme ou l'orthodoxie religieuse et la violence, je pense que c'est exagéré, mais aussi la dissociation totale entre les deux phénomènes, c'est aussi un peu exagéré. La responsabilité, c'est pour ça que j'ai parlé au début de l'émission de l'importance de la sensibilisation. C'est que nous avons un problème de sensibilisation. Et c'est là où le gouvernement n'a pas joué son rôle pour que cette sensibilisation ne se fasse pas par des canaux de communication médiatique où on a 2 minutes pour débattre d'un sujet qui exigerait 2 heures, mais plutôt par des canaux de communication au niveau des organismes communautaires de façon à toucher le plus possible. De façon concrète, aujourd'hui au Québec, il y a un plan d'action qui est en cours et il y a un centre de prévention de la radicalisation qui dit qu'il est en train de faire son travail. Il voyage beaucoup. Ils voyagent beaucoup. Ils sont en train de vendre leur expertise comme étant les plus experts au monde. Non, mais il dit pardon, qu'il visite des écoles, qu'il visite les communautés religieuses. Il a visité par exemple le conseil des imams, il y a une rencontre.
quelle est l'appréciation que tu fais de la réalité des programmes de contre-radicalisation aussi au Québec, de façon concrète? Moi, de façon concrète, je pense que, premièrement, il y a une erreur très grave d'avoir associé le centre à la police au départ. On a parlé dans l'autre émission, on a parlé je ne me rappelle pas si c'est une émission, mais l'autre émission, on a parlé de la ligne téléphonique. Je pense que c'est un peu, c'est pas la bonne approche. Maintenant, s'ils ont commencé à rencontrer des gens, bravo, parce que la première année, je suis quand même sur le terrain. Je ne sais pas si toi tu les as vus, mais moi je les ai pas vus sur le terrain beaucoup. Je les ai vus surtout plus dans les médias ou en voyage à l'étranger. Mais l'idée même d'un centre de prévention de la radicalisation? Je pense que moi, sincèrement, si je devais avoir le pouvoir de décider, un centre au niveau du gouvernement, ça serait un centre de recherche, de documentation. Ce n'est pas un centre d'action. C'est un centre qui doit cerner le problème, le définir des pistes de solutions, réfléchir sur les moyens de mobiliser les forces de la nation pour faire face à ce problème. C'est ça le rôle de l'État. Par contre, un centre de contrer la radicalisation ou des centres pour contrer la radicalisation doivent venir de la société. Parce que quand on parle de prévention, c'est une implication sociale des gens qui doivent le faire. Maintenant, le centre au niveau gouvernemental doit alimenter la société par des contenus de réflexion, l'outil pour faire le travail. Mais moi, je ne crois pas qu'un centre qui a commencé à être relié à la police et qui après aujourd'hui est en train de prétendre avoir une expertise, pourra... Toi, tu juges qu'ils n'ont pas cette expertise? Non, mais moi, je juge qu'ils n'ont pas encore le volume pour dire qu'on a de l'expertise. Parce qu'on peut avoir des individus qui peuvent... Ce n'est pas les individus. Quand on parle d'une entreprise, d'un savoir-faire d'une entreprise, c'est le vécu d'une entreprise. Un centre qui a une année... Mais une des critiques qui est adressée à ce centre au sein de la communauté, c'est un peu son manque de transparence. Finalement, on ne sait pas sur quels sont ces protocoles. Moi, je ne pense pas que c'est un problème de transparence. Je pense que c'est un problème plutôt Est-ce que toi, tu sais, par exemple, qu'est-ce qu'ils font mais moi, je veux dire, quand ils reçoivent un appel? Je ne pense pas que c'est un problème de transparence. Je pense que... je vais m'avancer, je vais prendre le risque de m'avancer. Je pense qu'eux-mêmes, ils cherchent, ils se recherchent encore. Je ne pense pas que... Parce que la première année, ils n'ont pas trop communiqué. Après, ils ont communiqué juste les chiffres qu'ils ont reçus. Avec les 1000 appels, avec les 700 qui ont transféré à la police, tout ça. Donc, on n'a pas été exposés. On n'a pas été exposés, ou eux-mêmes, ils n'ont pas eu les démarches d'aller rencontrer la société. À titre d'exemple, en termes d'organisation de rencontres formelles, pas informelles, de rencontres formelles avec des institutions d'assistance en général, moi, j'en ai pas vu. S'ils l'ont fait, je pense qu'ils n'ont pas communiqué. Mais c'est surtout un passage de la ligne téléphonique à des chiffres. Et là, après la recherche, à des recherches en action qu'ils ont fait au Collège Maisonneuve. Mais pour résumer, je ne veux pas faire leur procès. Je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose. Mais il faut que les communautés, la collectivité s'organisent et qu'elle exige des autorités des outils. Quand je parle d'outils, ce n'est pas seulement de l'argent. Et ce n'est pas de l'argent. Les outils, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on maîtrise le phénomène? Je vous donne un exemple. Et là, je ne m'attends pas à ce que c'est les recherches individuelles qui vont le faire. Est-ce qu'on comprend, à titre d'exemple, le discours de Daesh aux jeunes Québécois? Est-ce que Daesh a une stratégie spécifique aux francophones? Moi, j'ai besoin de réponses. Ce n'est pas moi qui dois trouver la réponse. Moi, je fais partie de la collectivité. Je peux m'organiser. Si j'ai cette réponse, je peux répondre. Si, par exemple, on parle de Daesh en particulier, donc on parle de l'islam, pour que les imams peuvent jouer un rôle, par exemple, les imams qui sont aptes d'être en connexion avec la jeunesse musulmane, dans le cas du Québec, ils doivent comprendre ces choses-là, ce que j'ai vu aux États-Unis. Des gens qui ont les moyens d'analyser ce discours. Est-ce qu'on a un discours spécifique aux Québécois? Est-ce que c'est le discours spécifique aux jeunes francophones de France qui viennent tomber ici pour qu'on puisse, comme groupe, répondre? C'est ça leur job, normalement. Je ne sais pas s'ils le font, j'espère qu'ils vont le faire. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Et après, il faudra aussi que les communautés, les groupes, les organismes ne prennent pas une position très méfiante vis-à-vis de la question de contrer la radicalisation. Je pense que garder notre autonomie comme individu, notre autonomie comme organisme, mais essayer de trouver le moyen de s'organiser pour essayer de sauver des jeunes qui peuvent tomber dans ce phénomène. Ça peut être 1, 2, 10, 100, mais si on arrive à sauver une
personnes, c'est déjà quelque chose. Donc, il faudra aussi que nous, en tant que citoyens, qu'on s'organise, les gens qui sont intéressés par la jeunesse. En tant que citoyen ou en tant que communauté religieuse musulmane? Moi, à mon avis, que la communauté musulmane s'organise parce que quand même, dans le cas du Québec, les jeunes qui allaient partir ou qui sont partis, ils sont issus de cette communauté. Donc, aujourd'hui, peut-être au mois d'octobre 2014, il y a des gens qui commençaient à dire « Ouais, mais ce n'est pas un problème qui nous concerne ». Aujourd'hui, les données confirment que c'est un problème qui nous concerne d'une façon indirecte parce qu'on a des jeunes issus qui peuvent être convertis ou non, mais issus de notre communauté religieuse. Mais si on prend par exemple les radicaux qui sont issus des communautés de souche, par exemple l'extrême droite, on voit avec la meute. Et il faudra, moi, je considère que chaque groupe d'appartenance, et ça aussi, c'est un défi assez intéressant dans une société. Tu sais que moi, je peux être père, mais en même temps, je peux être membre de l'Ordre des ingénieurs, mais en même temps, je peux être journaliste, membre donc, de la fédération. J'ai des cercles d'appartenance. Les cercles d'appartenance ne sont pas contradictoires. Donc, je suis citoyen québécois. S'il y a un phénomène au Québec, je vais essayer de donner de mon mieux, de ce que je peux apporter comme solution. Maintenant, j'appartiens aussi à la communauté religieuse musulmane. On va l'élargir parce qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas pratiquants ou autres, mais de culture ou de pratique musulmane. Je parle de tous ceux qui viennent des pays à majorité musulmane, qui ont une culture musulmane. Aussi, s'il y a un problème dans ce groupe-là, je vais intervenir. Je peux aussi appartenir... Mais donc, les communautés, concrètement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Mettre en place je comprends l'idée qui est très intéressante de faire des pressions pour demander des outils. Donc, c'est au gouvernement de les outiller. Mais concrètement, est-ce qu'ils vont mettre en place des centres eux-mêmes pour travailler avec ces jeunes? Pourquoi pas que ce n'est pas tout le monde qui va le faire, mais des gens qui s'intéressent à la jeunesse. Il y a beaucoup d'organismes qui font du bon travail vis-à-vis des jeunes au niveau local. Pourquoi pas ne pas créer des réflexions sur la question de contrer la radicalisation? Pourquoi pas des organismes qui ont déjà une relation avec les jeunes? Pourquoi pas que c'est les jeunes eux-mêmes qui se disent « Ok, on a des problèmes, il se peut qu'on soit touché. » Il y a un discours qui peut venir de l'extérieur, qui peut nous amener vers cette voie dangereuse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous, on soit bien protégés? C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une question de mettre en place une surveillance sur les musulmans, parce que cette surveillance, elle peut exister, on n'a aucun contrôle, même quand elle existe. Il faut détacher la question sécuritaire de la police, parce que, sincèrement, je reviens à la question du téléphone. Si un citoyen québécois, ou un citoyen de tout pays, est au courant qu'un acte criminel va arriver, il a l'obligation juridique et légale d'appeler la police. Là. Ça, c'est une responsabilité. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ça, il faut le faire, ça. On ne peut pas fuir cette responsabilité. Aujourd'hui, si vous êtes au courant, je suis au courant, tu es au courant que quelqu'un prépare quelque chose ou il veut passer un acte donc, de violence criminelle ou autre de violence, j'ai l'obligation, sinon je suis complice. Donc, on est responsable de ça. Mais on parle d'autre chose. Nous, on parle de comment faire de façon à protéger des jeunes québécois, quelle que soit leur confession, quel que soit leur background culturel, de les protéger, qu'ils soient touchés par un discours qui vient de l'extérieur, de certains groupes, comme Daesh, mais il se peut qu'il y ait d'autres groupes, et qui peuvent les amener à passer à l'acte de violence. Mais je crois que posé comme ça, les gens vont le comprendre et je crois qu'ils vont embarquer. La question qui se pose, c'est est-ce que les communautés devraient collaborer avec le gouvernement dans le cadre de ces programmes? Parce que tout le monde est d'accord que mais la collaboration, je l'ai définie. La collaboration, pour moi, elle est très claire. C'est qu'il faudra que le gouvernement donne des outils. Il faudra qu'il définisse. Oui, mais en contrepartie, est-ce qu'il va falloir que, par exemple, moi, si je constate des discours qui sont un peu inquiétants, mais qui ne sont pas illégaux. Je te pose la question. Je pose juste la question. Non, mais est-ce que si on entend un jeune tenir un discours qui n'est pas illégal, mais qui semble être un peu radical, est-ce que ça veut dire que je dois appeler? Non, tu dois intervenir. Si tu es dans cette démarche-là, raison de plus. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudra que les communautés le fassent. C'est que si tu vois qu'il y a un dérapage dans l'idéologie ou dans la croyance séculaire ou religieuse, mais chez un jeune, il faut intervenir. Mais on ne parle pas d'un... Si maintenant, il y a une infraction à la loi, là on a l'obligation qu'on est dans un CVI ou non, il faudra le dire. Si je suis responsable d'un organisme de soccer et que je vois un jeune qui planifie de faire un acte criminel, je suis obligé de le dire. Donc, cette responsabilité, c'est faux, on ne va jamais la fuir. Le centre de prévention, il est en train de... Mais moi, je t'ai critique. Moi, je dis que le centre, aujourd'hui, il vaut mieux. Les moyens de l'État se concentrent à outiller la société, faire des recherches. Parce qu'il parle d'indicateurs, il parle d'indices. Je suis d'accord, mais moi, je suis critique de la démarche. Ce que je dis, c'est que
que l'État se concentre à outiller, à quantifier le problème, à bien le cerner, à définir la frontière entre les choses. Et cette définition doit être faite par des scientifiques. Ce n'est pas des politiques qui doivent le faire. Donc, elle doit donner les moyens aux scientifiques, aux chercheurs, on a de bons chercheurs, qui vont travailler sur ça, outiller, quantifier le problème au Québec. Réellement, c'est quoi le problème? Et après ça, donner ces outils à la population qui va le faire à travers des organismes à but non lucratif qui ont les jeunes, ou la question de la sécurité. On a vécu ça. Il y a plein d'organismes qui ont travaillé sur les gangs de rue, qui ont donné de très bons résultats. Il faut le prendre d'une façon... C'est une expertise qu'il faudrait... Exactement, il faudra le prendre d'une façon très simple. Mais ce n'est pas le rôle aussi de la population d'assurer le rôle de la police. Mais aussi, il vaut mieux que ça vienne de la population quand il s'agit de prévention, parce que c'est une responsabilité C'est-à-dire qu'il faut faire citoyenne. de la prévention sans tomber dans la délation. Exactement. On va prendre une dernière pause et puis on va revenir pour conclure. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à la boulangerie Castel. On est une boulangerie de quartier artisanale. Ça fait une couple d'années qu'on est installé à Saint-Léonard. Notre spécialité, c'est notre nom, qui est Castel. Castel, c'est un gâteau pont entre deux cultures, occidentale et orientale. C'est un gâteau à la base français, mais développé avec une touche algérienne. Nos produits sont faits 100% à notre boulangerie. C'est des produits frais. Donc on a une bonne équipe de pâtissiers constituée de plusieurs chefs qui ont dans leur cumul plus de 20 ans d'expérience. On a plusieurs programmes de formation professionnelle. Premièrement, on fait l'auto-formation de notre personnel. On a reçu une félicitation du ministre de l'Emploi. Aussi, on collabore étroitement avec plusieurs écoles de l'industrie alimentaire. On a un coin restauration où on offre notre spécialité grillade sur charbon de bois en cuisine santé. Comme on fait aussi la cuisine libanaise, shish taouk, shawarma, ce genre de sandwich aussi. J'invite le monde à venir essayer nos produits et je vous garantis que vous allez tomber en amour. Donc voilà, on est de retour pour conclure nos 5 émissions sur la question de la radicalisation ou des programmes de contre-radicalisation avec la visite que Lamine Foura a fait aux États-Unis. Et pour conclure, je vais juste te laisser, Lamine, de faire ta propre conclusion. Qu'est-ce que tu pourrais dire en 2 minutes? En 2 minutes. Ouais, en 2 minutes. C'est difficile pour moi de parler seulement 2 minutes, mais je dirais que moi, je suis chanceux d'avoir fait ce voyage. Je tiens aussi à remercier donc, le gouvernement américain. Sincèrement, ils nous ont fait visiter des gens qui sont d'accord avec leur politique sur le sujet et des gens qui sont vraiment en désaccord. Donc, il y avait vraiment, on était dans des réunions, il y avait vraiment une critique de la politique américaine sur plusieurs sujets, sur la question de la radicalisation, sur la question de la sécurité. Donc, c'était vraiment un voyage très enrichissant. Ce que j'espère que ce problème n'existe plus pour qu'on arrête d'en parler. Mais pour moi, tant que le problème... Mais est-ce qu'il va y avoir des suites, finalement? Est-ce que ce voyage... Non, mais OK, il faut comprendre que le voyage... Toi-même, est-ce que... Ah, moi, c'est sûr que Est-ce qu'il y a des projets par rapport à cette question? Il y a des projets, mais je ne vais pas en parler encore, mais il y a des projets. Concrètement, ça serait un centre de... Pourquoi pas un centre issu de la communauté qui va être indépendant, qui ne va pas prendre l'argent du gouvernement et qui va trouver un autofinancement, qui va travailler avec les jeunes et idéalement géré par les jeunes. Excellent. Ça serait donc à suivre. On va inviter Lamine Foura une autre fois pour nous parler de ce centre, de ce projet une fois mis en place. Je vous remercie infiniment pour avoir suivi un peu les 5 émissions. On a essayé un peu de faire le tour, toujours avec cette idée de comprendre ce qui se passe aux États-Unis, mais la vraie préoccupation, c'est un peu ce qui se passe ici au Québec. On voulait comprendre un peu plus les programmes québécois à la lumière de ce qui se fait aux États-Unis. En conclusion, je remercie Lamine Foura une autre fois pour sa générosité d'avoir partagé avec nous. Et je vous remercie vous-même d'avoir eu la patience de suivre 5 émissions sur cette question de la radicalisation et des programmes de contre-radicalisation. Merci beaucoup et bonne soirée.